Bienvenue à ce meet-up autour de l'External Data Provider et de Headless. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs choses. Déjà, l'External Data Provider. Ensuite, la façon dont on peut rendre du contenu dans DX. Et si on a un petit peu de temps, comment on cuit un gâteau. Donc, on va commencer par un exemple simple qui consiste à avoir du contenu et à avoir envie de l'afficher. Pour réussir ça, on va imaginer un client qui a un catalogue et qui veut le rendre accessible sur Internet. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'un catalogue et un serveur d'application, qui est au monde. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour réussir à atteindre ce résultat? Donc on va vouloir exposer le catalogue sur Internet. On va créer un connecteur dans le serveur d'application pour aller lire ce catalogue. Donc on va créer deux connecteurs, un connecteur qui va exposer le catalogue et un deuxième connecteur donc au niveau du catalogue et un deuxième connecteur au niveau du serveur d'application qui va lire ce catalogue. Et maintenant, on va complexifier un petit peu les choses. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que là où on avait une source de contenu, on va en ajouter une deuxième. Donc cette seconde source de contenu, ça va être un nouveau catalogue par exemple. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir à faire pour ajouter cette nouvelle source de contenu? Donc, je rappelle qu'on avait deux connecteurs, un pour l'ancien catalogue et un pour l'affichage de ce catalogue. Ça va être de rajouter un nouveau connecteur qui va se connecter au connecteur de rendu qui a été défini précédemment. Ensuite, on va ajouter un nouveau contenu, une nouvelle sortie, un nouveau rendu. Donc pour faire ça, par exemple, c'est exposer ce contenu sur iOS, sur n'importe quelle chose capable de lire nos catalogues. Donc là, on a donc deux catalogues en entrée et on va avoir deux moyens d'exploiter ces catalogues. Donc là, ça va commencer à complexifier un petit peu les choses parce qu'on va avoir 4 connecteurs de chaque côté, il va falloir les faire communiquer les uns avec les autres. Donc ça peut se schématiser un petit peu comme ça si on en rajoute un en plus, c'est-à-dire que chaque connecteur de chaque catalogue va être connecté avec chaque connecteur de chaque sortie. Donc l'idée, c'est pour résoudre ce genre de problématique, c'est d'utiliser notre produit, parce que notre produit il est vraiment très bien. Et surtout, il offre des solutions qui répondent à ça. Donc, on a deux mécanismes qui sont vraiment dédiés, qui sont proposés par notre produit, qui ne sont pas des... on se base évidemment sur des frameworks externes, mais qui ont été développés, qui sont faits par nous, qui sont l'External Data Provider, qui permet de récupérer des données externes pour les mettre dans DX, d'une part, et tous nos mécanismes de rendu qui permettent d'exposer les contenus qui sont dans DX. Donc là, je vais, le fait d'avoir un outil central qui permet de faire ça, permet de développer plus rapidement les choses, de maintenir, parce que c'est centralisé, les éléments, et donc beaucoup plus facile à faire évoluer. J'ai essayé de faire un petit schéma qui résume ça. Ça donne ça à peu près. Et donc là, dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est maintenant vous expliquer comment fonctionne l'EDP, donc la partie à gauche, savoir comment est-ce qu'on fait des connecteurs, et ensuite comment est-ce que le rendu peut répondre. Alors j'ai remplacé, tout à l'heure il y avait écrit connecteur, ici là j'ai remplacé par FW pour représenter les frameworks. C'est tous les frameworks headless donc, qui permettent à partir d'une source de rendu, de pouvoir l'afficher. Donc dans DX, on a une notion. Précédent, quand on parle de catalogue sur la gauche, évidemment, tous ces catalogues ont une couche de service pour pouvoir aller les chercher. Oui. La technologie. Là, je présuppose que oui. Mais sinon, potentiellement, il faudrait peut-être la créer pour pouvoir y accéder, quel que soit le type de catalogue. Évidemment, il y a une API ici qui permet d'y accéder et de pouvoir renseigner l'External Data Provider. Donc, oui.
Mais quoi qu'il advienne, c'est toujours un lien 1-1 avec DX. On ne s'amuse pas à avoir 12 liens différents vers les différentes solutions auxquelles elle doit répondre. Donc, là maintenant, je vais vous parler de l'external data provider, la raison pour laquelle vous êtes venu, enfin, je pense. Alors, qu'est-ce qu'un external data provider? Alors, c'est assez simple dans l'idée, c'est simplement, DX c'est une structure en arbre, et c'est simplement de pouvoir voir n'importe quel contenu externe à l'intérieur de DX, comme si c'était un contenu DX. Donc du coup, si c'est un répertoire, un système de fichiers, ça va être dans DX, ça peut être un catalogue en question, il va être dans DX. Et donc ça fonctionnellement c'est ça, et techniquement c'est vraiment un simple module DX. Donc ça peut être n'importe quel module DX peut apporter un external data provider. Excusez-moi, je pose des questions. Ça veut dire que l'objet que je remonte, je peux bénéficier de toutes les fonctionnalités de DX derrière pour les appliquer à cet objet? Alors tu me spoil un peu, mais c'est un peu ça. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est pas interactif. Alors, je le dis, à un moment, ça le sera. Pour le moment, pas encore. Moi, je dis. C'est juste pour la recette que ça devient interactif. C'est juste pour la recette, et au moment où je dis, vous avez des questions. À ce moment-là, vous pouvez. Mais sinon, comme ça, non. C'est mieux pas. Parce que déjà, moi, je me perds tout seul. Non, rajoutez pas. Voilà, tu vois, là, je suis perdu. Je disais quoi? Ouais, donc voilà, qu'est-ce qu'un external provider? C'est ça. Ensuite, comment on crée un external data provider? En fait, c'est relativement simple. C'est même très simple de créer un external data provider. On a besoin de trois choses. On a besoin d'un content store provider qui correspond à la structure du provider. On a besoin d'un external data source qui va correspondre à la façon dont on va aller collecter les données, et on va d'external data object qui sont les données en tant que telles. Donc je vais rentrer un peu dans le détail sur chacune de ces parties. Donc, pour l'external content store provider, le simple moyen, simplement pour le créer, je vais créer un bin qui va étendre external content store provider et de lui définir quelques propriétés comme une clé, son point de montage dans l'arbre du JCR, le provider initializer service qu'on fournit qui va définir les caractéristiques de base de l'external data provider, la data source que j'ai expliqué juste après, et la définition de ce provider, on peut lui donner quelques capacités, comme par exemple gérer les extensions, sur lesquelles je reviendrai plus tard, gérer le lock, gérer les d'autres. Je ne m'en rappelle pas parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Je ne les ai pas notés. Pour ce qui est de l'external data source, donc qui est défini juste ici, c'est pareil. Là, pour créer une external data source, il suffit d'implémenter la classe external data source. Et cette classe demande à implémenter quelques méthodes qui sont plus ou moins compliquées en fonction de la source externe. Donc là, je vous en donne juste 3 d'exemples. Une liste getChildren qui, à partir d'un chemin donné, va nous donner la liste des enfants associés à ce chemin. On n'oublie pas qu'on est dans une structure en arbre, donc du coup, on va essayer de reproduire cette structure en arbre à partir de nos données distantes. Donc du coup, à partir d'un chemin, on va essayer de redonner quels sont les chemins enfants que je peux avoir sur les autres méthodes, le getItemByIdentifier, qui est pour un identifiant. Donc dans le JCR, il y a aussi une notion de UID, et pour matcher ce UID, il faut retourner l'item, donc l'external data, je vais juste après, qui correspond à cet identifiant. Et getItemByPass, de la même manière, on à un chemin donné, dire à quoi correspond, l'item associé à ce chemin. On a d'autres méthodes à implémenter pour remplir l'interface qui sont aussi tout importantes, mais moins intéressantes que celle-ci en matière d'implémentation. Est-ce qu'on peut remplacer get par set? J'ai dit, tu peux poser une question ou pas? On va dire une question. Top, non. Non, t'es un peu pénible. Tout simplement, je peux. Ouais, Il est parti. Ouais, t'es parti. Donc,
Ensuite, donc pour fabriquer ces external data qu'on a ici au niveau de l'implémentation, on doit juste créer un objet de type external data qui lui va prendre et qui va être un peu la correspondance entre votre source externe et ce qu'on va avoir dans DX. Donc il va prendre l'ID qui est défini par le UID, le chemin en question qui correspond au chemin à laquelle va correspondre cette data, et une map de propriété qui vont avec un couple donc propriété et valeur qui peut être multiple. Le booléen isNew sert simplement à dire si le donnée vient d'être créée ou si c'est une donnée qui existe déjà. Donc, ce que je vous ai donné comme implémentation, c'est une implémentation qui permet simplement d'aller lire des données à l'extérieur. Donc, si vous implémentez simplement ce qu'il y avait juste avant, vous pouvez vous connecter à n'importe quoi, lire les datas, les afficher dans DX, dans l'arbre DX. C'est plutôt assez simple et accessible. Par contre, on propose d'autres interfaces à implémenter sur la data source en tant que telle pour étendre l'activité de la data source. Donc, on a Access Controllable et Support Privileges, qui sont deux interfaces qui permettent de faire fonctionner les droits sur vos données externes. Par exemple, on a un connecteur CMIS sur lequel on utilise le Support Privileges, qui nous permet de récupérer les privilèges d'une source externe et de pouvoir les intégrer directement dans DX. Ce qui fait que quand on affiche les contenus dans DX, on les voit en fonction des privilèges de la source externe. Donc ça peut être assez intéressant. Le searchable qui est assez puissant parce qu'on lui permet, en fait le searchable lui va recevoir une requête, ça va être la personne qui va l'implémenter, d'interpréter cette requête pour retourner les résultats sur le système externe. Le writable, alors là permet de la même manière d'aller écrire, déplacer des nœuds ou des contenus sur le système externe. Après il y en a d'autres qui sont plus fonctionnels ou qui permettent de check, can check availability, ça c'est juste pour s'assurer que le moonpoint est disponible. Le can load children by batch, c'est pour éviter de faire 12 requêtes au système externe mais récupérer tous les enfants en une seule fois. Enfin voilà, les autres sont intéressants mais pas forcément bien expliqués ici. On a un autre système qui est sur l'external data provider qui est, à mon sens, vraiment assez puissant, c'est la notion d'extension. En fait, l'extension s'active directement sur les propriétés du provider, qui a été défini, le premier truc que j'ai expliqué tout à l'heure. Et le fait de dire qu'on peut mettre des extensions sur un contenu externe, ça veut dire qu'on va pouvoir enrichir ce contenu externe. C'est-à-dire que ça veut dire que sur n'importe quel contenu qui vient de n'importe où, qu'on décide d'afficher en Jaya, à partir du moment où on lui dit je peux lui mettre des commentaires, des ratings, je peux créer des sous-nœuds en dessous pour y ajouter des choses, enfin on pourrait faire vraiment manipuler ce contenu et lui apporter, l'enrichir comme on veut. Alors, c'est vraiment une liberté qui est assez forte. Si on prend l'histoire d'un catalogue par exemple, ça veut dire qu'on peut mettre une pondération, on peut mettre, enfin c'est vraiment assez puissant. Oui, et tous les contenus qui sont ajoutés dans tout ce qui est des extensions, elles sont toutes stockées au niveau du JCR. Donc c'est pas stocké ailleurs, c'est directement au niveau du JCR, au niveau de l'endroit où se situe le contenu dans l'arbre des contenus tel qu'on peut le voir. Et d'ailleurs nous-mêmes en interne, dans le fonctionnement interne de l'external data provider, on s'en sert pour deux choses. On s'en sert pour les locks, ce qui fait que si jamais on décide qu'un contenu, l'external data provider, on peut l'éditer, on peut éditer ces contenus. À partir du moment où un lock est posé dessus, tout le mécanisme de Jaya autour des locks vont fonctionner. De la même manière, on va pouvoir définir des ACL. Donc pouvoir aller enrichir un contenu avec des ACL, pas des ACL du système externe, mais des ACL de Jaya. Concrètement, je peux monter un VFS, donc monter un système de fichiers dans mon Jaya, le voir dans le système de Jaya, et mettre des droits Jaya sur les fichiers externes. Ce qui peut être assez intéressant, des fois. On offre aussi un autre mécanisme, celui-là qui est un petit peu compliqué, en plus de ça. On a un panneau dans l'administration de Jaya qui permet de gérer les external providers, donc qui permet de voir leur état, de faire en sorte de les monter, de dire si je veux que
l'external provider soit mis à tel endroit, etc. Enfin, le point de montage soit fait à tel endroit, et tout un mécanisme de gestion. Donc c'est assez puissant. Bon, donc malheureusement, on n'a pas pour le moment de documentation. On est en train de la faire. A priori, elle devrait arriver cette année. Elle est sur la roadmap. Ouais, c'est sur la roadmap. Et en principe, on essaye de se... Voilà, c'est ça. Mais sur... ça pour pouvoir placer, sur... c'est bien. Et... comment dire, qu'est-ce que je voulais raconter d'autre, du coup que oui, sur GitHub, il y a plein d'exemples, pas plein, quelques exemples qui l'utilisent. Et donc, si ça vous intéresse, faut pas hésiter à s'en inspirer. Mais c'est vrai que là, j'avoue que c'est compliqué. Il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour pouvoir rendre ça vraiment plus accessible. Faire peut-être un archétype Maven, ce serait plutôt pas mal, parce que ça permettrait vraiment de résoudre le truc. Donc, l'utilisation de l'external provider. Alors, nous, on s'en sert vraiment beaucoup, même en interne, dans Jaya. Donc, le VFS dont je parlais tout à l'heure, qui permet de monter un système de fichiers directement dans Jaya, ça se base là-dessus. Quand vous êtes dans le studio de Jaya, donc, dans Jaya, il y a un studio. Dans le studio de Jaya, on voit les sources des fichiers qu'on est en train d'éditer. Ben, les sources, elles sont montées via l'external data provider. C'est une extension du VFS. Et de la même manière, en 7.1, je crois, oui c'est en 7.1, on a tout ce qui était user and group, on l'a déplacé, on utilise maintenant l'external data provider. On a créé une couche d'abstraction de l'external data provider pour fournir un user and group provider qui lui-même peut être implémenté, dont on se sert pour faire LDAP en l'occurrence. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que initialement c'est lié aux extensions. Parce qu'initialement, pour ceux qui se rappellent peut-être un peu, dans Jaya, quand on avait des users LDAP externes, tous les users étaient créés automatiquement dans Jaya dès que la personne se loguait. Et c'était relativement chiant parce qu'on se trouvait que si le LDAP était grand, avec des arbres de users qui étaient vraiment énormes. Alors que maintenant, comme je l'ai dit tout début, dans un slide avant, tous les nœuds qui viennent d'un external data provider sont des nœuds virtuels, ils n'existent pas vraiment dans le JCR. Ils sont juste là, on peut les voir, on peut les manipuler, mais ils ne sont pas vraiment présents. Donc du coup, dès que les utilisateurs se connectent, on a besoin d'accéder à l'utilisateur, on n'a pas forcément besoin de créer le nœud. Et en utilisant cette méthode, on peut voir des nœuds dans le JCR, donc des nœuds user, qui n'existent pas vraiment dans le JCR. Et en plus, avec des extensions, on peut avoir les mêmes capacités que ce qu'on avait avant. C'est à partir du moment où l'utilisateur, lui, a un besoin particulier, donc qui consiste à mettre des répertoires privés ou ce genre de choses. Entre ça et les ACL, qui sont maintenant gérés aussi par l'external data provider, on peut vraiment avoir un système complet d'utilisation, de gestion des utilisateurs basé sur l'external data provider. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà. Donc autre chose, donc qu'est-ce que et autrement, oui, au-delà de notre utilisation, donc les trois là, on l'utilise aussi pour notre module CMIS qui se base sur l'external data provider. Souvent, on monte souvent des répertoires de fichiers ou des choses qui sont structurées en arbre, c'est quand même plus facile pour un external data provider. Mais par contre, on a quand même des exemples de connecteurs de bases de données aussi. Après, il faut trouver la bonne structure qui match. Mais bon, par contre, pour les queries, la base de données, ça répond davantage. C'est quand même plus pratique. Et sinon, on a un autre exemple aussi de TMDB, c'est un truc de base de film, ou je sais plus, vidéo, ouais, peut-être, je sais plus quoi. Et on a 5 ou 6 autres, je crois on a aussi, mais qui sont pas accessibles. On a Elvis, Dalim, c'est Damien qui était où, je l'ai vu il y a 2 secondes. Ah, il est là-bas. Voilà, qui les a fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie External Data Provider. Stéphane, des questions? Il est plus là. C'est cassé, non, il t'a bien compté. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. On pouvait faire du 7. Du 7? Mais le chiffre ou Non, du 7, c'était au lieu de faire du game. Je comprends pas. Je comprends pas sa question. Quand il me parle, c'est... On peut l'écrire ou pas? On peut écrire. Oui, on peut écrire, à partir du moment où on définit que c'est écrit, on peut écrire, on peut écrire. Ouais, c'est pour ça, il est un peu pénible. Donc là, je parlais du headless rendering maintenant, parce que si vous vous rappelez de l'exemple initial qu'il y avait tout au début, il y a assez longtemps, il y a maintenant 20 minutes, je disais que donc, dans l'histoire External Data Provider, on connecte toutes nos sources, et puis après, on veut faire ce rendu dans Jaya. Donc déjà, on va essayer de redéfinir ce que c'est headless et en quoi ça correspond. Donc headless, c'est simplement le rendu ou l'exploitation du contenu qui est détaché de son contenu en tant que tel. Donc, principalement, le headless, ce que ça fait concrètement, c'est que ça va consommer du JSON. Donc on va avoir plein de frameworks headless qui veulent pouvoir consommer du JSON.
Donc les exemples qu'on a pour ça, c'est la single page app, le rendu de mobile, ou même si on va plus loin, on peut carrément créer un CMS complètement headless qui est complètement détaché du contenu qu'il apporte, enfin qu'il contient, et qui ne s'occupe que simplement de le gérer, de l'afficher, d'en faire des choses jolies avec, juste en faisant traitant un fichier JSON qu'il va recevoir. Et puis c'est quand même plutôt bien foutu parce que, et nous bien anticipé, parce que DX, en fait, nativement, ça offre déjà un rendu unitaire pour chacun des contenus. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que DX, ça génère plutôt pas mal du JSON. Donc, on a plusieurs façons de le faire. C'est avec la chaîne de rendu. Donc, on fournit déjà des rendus JSON des contenus. Pour le coup, ils sont pas terribles. Mais bon, ils sont... David, il faut vendre le truc. Non, je pense qu'il faut être honnête. Tu vois, et moi je suis... déjà, j'ai dit que je ne pas de questions, mais bon, peu importe. Non, il faut être honnête, c'est important l'honnêteté. Je pense que ça rapporte plus que... Alors, un petit peu. Un petit peu, et souvent d'ailleurs. Donc, on a donc les vues dans Jaya qui permettent de faire du JSON déjà, par défaut. On peut aussi avoir des actions qui retournent du JSON. On peut utiliser la JAX RS API, enfin, nous on l'utilise par exemple pour notre JCR REST API, on sert de JAX RS qui peut répondre à ce genre de besoin, qui est assez pas trop compliqué à implémenter. Et aussi, on peut utiliser des technologies un peu modernes comme GraphQL. Je ne sais pas si vous connaissez GraphQL, au moins de nom. Ça permet de structurer le contenu, de faire des requêtes au serveur pour récupérer les données JSON dont on a envie. Donc c'est un peu... c'est un moteur de requête de contenu JSON. Concrètement, ça fait à peu près ça. Et on est en train de travailler dessus en ce moment, sur ce genre de technologie. Donc des façons de rendre du JSON dans Jaya, il y en a vraiment pléthore. Et c'est déjà fini. Ben, tu sais que ça fait déjà 25 minutes que je parle. Ça, c'est grâce à lui. Si tu n'avais pas interrompu, tu aurais fait que 20 minutes. Exactement. Mais bon, comme les pizzas sont pas arrivées, j'ai encore un peu de temps. C'est ça une question. Non, il y a une conclusion d'abord. Il y a une conclusion. D'abord la conclusion. C'est important. Les exemples d'implémentation, par exemple, c'est dans la conclusion. Oui. Juste avant, on était pas parti. David, ne te laisse pas déconcentrer. Poursuis. Je sais pas. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Moi, je sais ça. Donc, si on revient à l'exemple qui était maintenant il y a 25 minutes, l'idée, c'est que avec DX, avec l'External Data Provider, vous pouvez avoir dans DX vraiment l'ensemble des contenus de la planète. C'était vraiment l'idée de l'External Data Provider initialement, c'était pouvoir avoir dans DX les contenus qui viennent de l'extérieur et pouvoir les exploiter comme des contenus DX. Et aussi, l'autre besoin qu'on avait, c'était de pouvoir, à partir de ces contenus, alors initialement, c'était pas avec External Data Provider, mais vraiment avec avec les contenus déjà DX à la base, pouvoir avoir des rendus unitaires de chacun des contenus. C'est comme ça que tout est parti, même sur DX en tant que tel. Parce qu'on s'est dit, bon bah ok, on a un main content, on va faire le main content, comment est-ce qu'on fait de façon à ce que la personne qui va développer ce contenu, ce soit le plus simple pour elle, de pouvoir éditer son contenu et pas toute une page JSP. En fait, tout est parti de là. Et donc, c'est comme ça qu'on fait notre découpage en petits morceaux, en petits bouts, et qu'on s'est amusé à tout reconstruire d'un coup pour fabriquer des pages web. Mais à la base, c'était l'idée. Et donc maintenant, ça sert vraiment parce que, justement, avec des technologies comme le headless, c'est vraiment utile et ça matche vraiment bien. Donc voilà. Et oui, et donc, autre détail, merci Stéphane Bonny. Maintenant que les contenus externes sont dans Jaya, bah évidemment, ils sont vus comme des contenus Jaya. Et donc, tout ce que vous pouvez faire sur les contenus Jaya, vous pouvez le faire sur ces contenus externes. Donc, les edit engines de Jaya, parce que elles fonctionnent. La navigation autour de ces contenus fonctionne. Tous les pickers, tout ça, ça va marcher. Si vous faites
des workflows, pas workflow publication, parce que là, pour le coup, ça ne supporte pas la publication, External Provider, mais tout type de workflow va fonctionner. Tous les modules qui auraient pu être écrits sur des contenus qui sont censés fonctionner sur Jaya vont fonctionner sur vos contenus externes. Et du coup, ouais, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Et ce que j'ai tout à l'heure, les droits par exemple. Donc voilà. Et sinon, vous pouvez faire un gâteau. Donc là, je vous ai mis une recette d'un gâteau, un vrai gâteau au yaourt, qui est très bon. Avec du sel cachère. Avec du sel cachère et voilà. Du yaourt grec. Ça, ce sont les ingrédients et la recette. Si on fait Fahrenheit, il faudra faire la conversion. Ok. Je peux Sinon, accéder à Marmiton sinon avec... DX 7.2 est disponible sur le site public depuis, et sur l'extranet bien sûr, mais sur le site public depuis le 18 janvier, en version Enterprise et en version communautaire, et les deux sont libres download, of course. Voilà. Et tout ça est dans la 7.2 et une petite partie que dans la 7.2, sinon tout le reste est même dans la 7.0, on va dire. Oui, mais depuis le site public, tu peux avoir que la 7.2 maintenant, que la 7.2. D'accord, mais l'External Data Provider, non, on l'a fait en 7.0, c'est quand on a commencé à faire le studio, etc., que ces notions-là sont apparues. Et voilà.